Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dividende, le média qui vous aide à comprendre profondément et à investir autrement. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le général Pinatel pour nous aider à comprendre l'actualité, à décrypter l'impact de l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis, à la fois sur le plan international et sur le plan national. Général, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour commencer? Bien, en fait, je suis d'abord natif de Biarritz et je vis à Biarritz. C'est tout à fait important pour moi. J'ai une double carrière. J'ai une carrière militaire de 31 ans, dans lequel j'ai eu, d'une part, des fonctions de force spéciale, voilà, instructeur commando, etc. Et de l'autre côté, parce que l'armée m'avait envoyé de faire des études complémentaires, de service dans les plus hauts cabinets ministériels, c'est-à-dire à la fois auprès du président de la République et de 4 ministres de la Défense. Donc c'est là où je suis devenu un analyste stratégique, si on peut dire, donc un expert en stratégie géopolitique. Ensuite, j'ai quitté l'armée et je suis devenu chef d'entreprise, 31 ans de chef d'entreprise, avec notamment une société de conseil qui m'a amené à aider les grandes entreprises françaises du CAC 40 à s'implanter dans tous les pays à risque pas nécessairement militaire, mais à risque pour leur investissement. Alors il y avait aussi, par exemple pour Total en Irak, il y avait des risques qui pouvaient être des risques personnels, mais voilà. Donc j'ai aidé ces entreprises et c'est pour ça que j'ai une petite vision économique, alors que ce n'était pas nécessairement ma formation. J'ai beaucoup plus une formation de physicien nucléaire et de docteur en sciences politiques. Et alors aujourd'hui, vous continuez à justement Alors utiliser ces aujourd'hui, en fait, compétences en tant que je consultant. fais des conférences et j'écris des livres. Voilà, Voilà. exactement. Vous êtes Non, non. maintenant auteur. Donc voilà, j'ai vendu ma société à une société américaine qui m'a gardé comme senior advisor de 2006 à 2020. Je veux bien me déplacer dans le monde pour aller voir sur place ce qui s'y passe, mais Paris, pas plus d'une fois tous les 3 mois. Voilà, donc j'ai dû abandonner ce poste et donc j'ai écrit entre 2000 et maintenant 2024 2 livres, d'abord mes mémoires et puis maintenant le dernier qui est parti en juin, Ukraine, le grand aveuglement européen, 2 ans de carnet de crise. Voilà. Donc voilà, j'écris, je fais des conférences. Et Alors on va revenir justement sur le sujet de l'Ukraine, hein. Je pense que l'élection de Donald Trump a une incidence particulière en premier ordre sur ce conflit. J'aimerais d'abord commencer cet entretien pour savoir un petit peu quelle est la vision que vous avez justement de l'actualité du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et d'après vous, qu'est-ce que ça change cette élection? Est-ce que ça va changer les choses? Est-ce que ça va changer les choses directement sur le terrain? Et dans quel laps de temps on peut imaginer que ça fasse bouger les lignes de force? alors là, ça va demander un peu de temps quand même, hein, parce que il faut d'abord voir quelle est la vision de Trump du monde et quelle est la place de l'Ukraine dans la vision du monde de Trump. Alors, pour Trump, la menace principale, c'est la Chine. À la fois menace militaire et menace économique. Et ça, c'est sa priorité numéro un. Et donc, déjà, il a annoncé pendant la campagne présidentielle qu'il redéploierait un porte-avions et une escadre qui est en Méditerranée dans le Pacifique, et également qu'il déploierait l'ensemble du Marine Corps, qui sont les forces d'assaut maritime. Donc, on voit très bien qu'il allait développer des partenariats bilatéraux avec tous les partenaires habituels qui sont le Japon, la Corée du Sud, l'Indonésie, etc., qu'il va essayer de renforcer les liens avec d'autres pays qui étaient a priori opposés, comme le Vietnam, par exemple. Voilà. Donc, il a fait toute une liste de ce qu'il allait faire pour faire le contentment, si on peut dire, de la Chine. Donc, pour lui, c'est l'aspect principal, puisque les droits de douane également, ça va, qu'il veut imposer aux produits chinois, va avoir un impact sur sa politique économique pour les Américains. Donc, c'est son truc principal. Le deuxième point avant l'Ukraine, c'est le soutien
sans limite à Israël contre l'Iran. Parce que pour lui, il faut se rappeler que dans son premier mandat, il avait sorti les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, que Biden était rentré, et là, il a dit qu'il allait y ressortir et qu'il soutenait complètement Israël sans limite pour détruire les proxys de l'Iran, qui sont le Hamas et qui sont le Hezbollah, et les Houthis. Donc, pour lui, pour moi, c'est la deuxième priorité, je pense, sur laquelle il est revenu très fort. Et donc, la troisième, c'est l'Ukraine. Alors, pour l'Ukraine, clairement, il a deux de ses colistiers qui sont importants et qui ont une opinion qu'il a. Oui, le premier, c'est Kennedy, qui a beaucoup dit sur la guerre en Ukraine, que c'est une guerre, que c'était les États-Unis qui l'avaient déclenchée, que c'était une guerre qui était totalement, qu'il fallait arrêter immédiatement parce que elle allait contre les intérêts à long terme des États-Unis, etc. Et le deuxième, c'est Vance aussi, qui a dit on pourra arrêter cette guerre que en obligeant l'Ukraine à abandonner les territoires conquis par Poutine. Alors, il faut savoir aussi que tous les think tanks américains importants, que ce soit la Rand Corporation, que ce soit Foreign Affairs, ont sorti des trucs en disant que cette guerre longue était mauvaise, puisque eux, pour les Américains, ils ont atteint leur objectif. L'objectif, c'était d'éviter la création de l'Eurasie. Et donc maintenant, ils ont mis un mur de haine entre l'Europe et la Russie contre nos intérêts. Et donc maintenant, une guerre longue, ça empêche les Américains de s'occuper des autres objectifs mondiaux qui sont bien plus importants. Pour lui, il va discuter. Il a eu toujours un bon fit avec Poutine. Et Poutine vient de dire d'ailleurs qu'il était tout à fait prêt à discuter avec Trump. La solution, les Américains peuvent arrêter cette guerre en 24 heures. Il suffit que c'est évident, il suffit qu'ils disent à Zelensky si vous n'acceptez pas les conditions, en fait. Ce qu'il y a de terrible dans cette guerre, hein, pour en revenir un peu en arrière, c'est que Zelensky pouvait l'arrêter dès avril 2022 et ne perdre pratiquement rien, puisque sous l'égide d'Erdogan, en avril 2022, il y avait un accord qui a été diffusé dans lequel, avec uniquement la neutralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire le fait qu'elle ne puisse pas rentrer dans l'OTAN, le fait que les oblasts russophones pouvaient retrouver une autonomie dans l'État ukrainien, Poutine s'engageait à retirer ses troupes. Donc là, c'est Boris Johnson, envoyé par Biden, qui est à dire non, ne faites pas ça, on va vous aider, vous allez gagner la guerre, etc. Et aujourd'hui, il va perdre, la Crimée, c'est déjà fait, mais il va perdre les 4 oblasts qui ont été annexés par la Russie. Et aujourd'hui, il n'y a pas un think tank américain qui dit qu'on pourra les reprendre. Poutine a dit, pour moi, c'est un intérêt vital et je suis prêt à utiliser l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, Biden l'avait dit dès le premier jour à son staff, on va tout faire pour aider l'Ukraine, mais sans jamais inquiéter la Russie. Alors, je vais vous prendre une métaphore pour que les gens comprennent. Si vous avez un voleur à la porte de votre maison, que vous téléphonez à la police municipale de Biarritz, et qui vous dit « je vais tout faire pour vous aider, mais sans inquiéter votre cambrioleur ». Vous avez compris qu'ils vont rien faire pour vous réellement. Donc les Américains ont maintenu la tête hors de l'eau. Et l'Europe et les Européens sont incapables de prendre la relève, parce qu'on n'est pas capable tous ensemble de produire même le quart de ce que produisent les Américains en armement et en munitions. Donc, si il coupe le robinet, ou en tout cas s'il menace de couper le robinet, Zelensky est obligé d'aller aux conditions qui seront discutées entre Poutine et lui. Et il a des gens dans son staff qui ont maintenu pendant ces 4 ans les liens. D'ailleurs, c'est ce que le reprochait le FBI en permanence, de maintenir les liens. Mais c'est invraisemblable ce qu'on dit aujourd'hui.
du temps de la guerre froide, il y avait un téléphone rouge entre les États-Unis et la Russie. Ils se sont parlé, pourtant c'était quand même autre chose. On luttait la liberté contre le communisme. C'était autre bien chose sûr. que, que Poutine qui n'a pas envie d'imposer son régime à l'Europe, quoi. Vous voyez. Mais Il est beaucoup présenté comme aujourd'hui, un dictateur fou, justement, avec des images Poutine, qui viennent de la Seconde Guerre non, mais mondiale. Je, c'est de je la pense qu'on lui propagande prête des bestiale. intentions qui ne sont pas les siennes. Mais bien entendu, mais Poutine, alors là encore, les gens ne veulent pas voir. Poutine étant modéré par rapport à ces ultranationalistes. Alors je peux vous en prendre un exemple. Quand en 2014, il y a eu la révolte dans le Donbass, il a aidé cette révolte, mais quand ils ont fait les référendums pour le rattachement à la Russie, il les a déclarés illégaux parce que pour lui, il n'avait pas l'idée. Ce qu'il voulait simplement, c'est une autonomie des Russes dans l'Ukraine, parce que dans sa tête, si vous voulez, l'Ukraine faisait d'une certaine façon toujours partie du monde slave. En fait, il y a la moitié de l'Ukraine qui fait partie du monde slave jusqu'au Dniepr. Après, Mm. à l'ouest, il ne fait pas partie du monde slave, il fait partie du reste de l'Europe. Et quand les gens du Donbass ont gagné le premier stade des combats et qu'ils ont voulu aller jusqu'à Mariupol, il leur a dit non. Il leur a dit non. Donc, et il a signé les accords de Minsk II. Alors que nous avons signé les accords de Minsk II, puisque Merkel et Hollande l'ont dit, c'était uniquement dans le but de faire la guerre et reprendre le Donbass. Vous voyez, donc aujourd'hui, Poutine, il, euh, il avance sur le terrain, on voit chaque semaine, il prend environ 150 à 200 km², donc il est en train de reconquérir le Donbass. Les Ukrainiens sont totalement épuisés, c'est-à-dire qu'il faut quand même voir que c'est les chiffres qui ont été donnés par le ministère ukrainien, il y a 600 000 personnes qui ont déserté, voilà, qui ont déserté ou qui sont pas désertés, mais pas nécessairement qui désertés, mais qui sont en insoumission parce qu'ils veulent pas se battre. Donc, vous voyez, le ridicule, nous, on est en train d'entraîner une brigade de 2000 personnes en France, et de l'autre côté, il y a 600 000 personnes qui ont essayé de fuir, et le pays est à nage de se battre. Voilà, donc et d'ailleurs, c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui le disent. La première vague au moment de l'attaque de Poutine, il y a eu une vague nationaliste et il y a des gens qui sont engagés, qui sont bien battus. Et ceux-là, ils sont soit morts, soit épuisés. Et les jeunes que l'on renvoie au front en les arrêtant dans la rue, ici à Biarritz, moi j'ai une coach ukrainienne que je connais, qui a quitté l'Ukraine avec deux enfants, 16 et 17 ans. Et son mari est avocat et il habite non pas il habite assez dans l'arrière-pays, mais il ne va plus au bureau parce qu'il a peur de se faire arrêter. Il a 45 ans, il a peur de se faire arrêter dans la rue et de se faire envoyer au front. Il ne travaille plus au bureau, il travaille de chez lui par Internet. Voilà, donc les jeunes qui sont mobilisés de force n'ont absolument pas envie de faire la guerre. Donc c'est pour ça que la Russie avance. Et ça, nous, on le nie. C'est pour ça que j'ai publié ce livre, Le Grand Aveuglement Européen. On ne veut pas voir la réalité parce que on a des gens qui ne sont payés par l'OTAN, qui sont payés par certains chefs d'entreprise français, qui espèrent probablement reconstruire l'Ukraine, qui font de la désinformation permanente avec des gens des généraux, j'ai honte, comme Yakovlev, qui s'est permis de dire il y a 8 jours que Trump était un agent de Poutine et qu'il était depuis 4 ans totalement sous contrôle de Poutine. Et donc on nous a on a lavé le cerveau à toute une partie des Français sur cette guerre à Ukraine pour soutenir l'Ukraine, pour qu'on sorte des milliards encore, dont une partie a été détournée par les oligarques ukrainiens. Si vous écoutez ce que disait France Info en 2021 sur la corruption en Ukraine, il y a eu des reportages que je citais dans mon livre de France Info qui disaient que c'était le pays le plus corrompu du monde. Et Zelensky,
qui avait dit qu'il allait se débarrasser des oligarques et de la corruption, il les a repris autour de lui. Et voilà, et la corruption avec la guerre a augmenté. Mais d'ailleurs, les Américains s'en soucient puisque Foreign Affairs a publié le plan que les États-Unis voulaient mettre en œuvre dès la fin de 2022, en 2023 et 2024, pour limiter le détournement des moyens militaires qu'on donnait à l'Ukraine. Oui. Donc, ce qu'il y a de merveilleux avec les Américains, c'est que même s'ils soutiennent l'Ukraine, même si les démocrates et les journaux, le Washington Post, le New York Times, etc., The Economist en Grande-Bretagne, soutiennent l'Ukraine, les journalistes disent la réalité des choses. Et donc, moi, mon livre, c'est 95% de faits que j'ai pris dans des journaux qui font référence dans le monde. Oui, ce qui n'est pas tout à fait le cas des médias français d'ailleurs. Mais non, alors, non, parce pour que, revenir, parce pour que revenir à les notre médias sujet, français ont une vision, parce qu'ils ont une vision idéologique du monde. Et pour eux, Poutine est un dictateur. Non, c'est un régime autoritaire, la Russie. C'est vrai qu'il y a ce que Poutine appelle la verticalité de pouvoir, mais le peuple russe aime ça parce qu'il a toujours été habitué à ça. Mais le président est élu au suffrage universel, les patrons des régions sont élus au suffrage universel, les députés sont élus, les maires sont élus. Alors, c'est vrai que les médias sont à peu près où étaient les médias en France du temps de l'RTF. C'est-à-dire qu'une presse était un peu libre, mais les moyens audiovisuels étaient tenus par l'État. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est pas mieux. Hein. Donc, je crois que on ne comprend pas la situation. Alors qu'aux États-Unis, si vous voulez, ils soutenaient l'Ukraine parce que c'était l'intérêt des États-Unis, mais il n'y avait rien d'idéologique, vous voyez ce que je veux dire là-dedans. Et quand ils ont vu que c'est plus l'intérêt, ils ont dit on arrête. Et d'ailleurs, mais c'est surtout l'administration Biden qui avait un intérêt pour soutenir cette guerre. J'ai l'impression que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir change un petit peu la donne. Il est moins oui, non, parce belliciste que sur ce front-là que ne l'était alors, l'administration Biden, non? voilà, non, mais parce que si vous voulez, c'est pas la même industrie qui les soutient. Biden, c'est le complexe militaro-industriel et né conservateur, complexe militaro-industriel que Eisenhower, dès 1953, à Bien la fin de sûr. ses deux mandats, avait dit que c'était un danger pour la démocratie américaine. Donc, il est soutenu par ça, par les néoconservateurs qui gagnent beaucoup d'argent dans les guerres. Alors ça, il y a des livres là-dessus, sur la guerre en Ukraine, sur la guerre en Europe, Yougoslavie, etc. Il gagne beaucoup d'argent. En revanche, Trump, il veut réindustrialiser les États-Unis, mais dans le niveau de la high-tech avec Elon Musk. Il a cette vue d'une Amérique réindustrialisée high-tech. Voilà, il s'est converti avec Elon Musk à la voiture électrique. Il va mettre des droits de douane très forts face aux Chinois qui ont de l'avance. Elon Musk avait bien trouvé, il a pris le haut de gamme avec le Telstar. Mais voilà, donc ils n'ont pas la même vision de l'industrialisation et des intérêts du peuple américain. Pour Biden et les démocrates, c'est beaucoup plus une oligarchie financière, alors que pour Trump, dont ses électeurs sont les gens qui travaillent en usine, etc., et tout ça, il veut industrialiser le pays et reproduire, alors que la plupart de la production américaine avait stoppé. Il y avait qu'à voir la région justement de Détroit et toute cette région nord des États-Unis qui était désindustrialisée et qui finalement a fait gagner Trump. Parce qu'il il est allé là-bas, il a promis de les réindustrialiser. Mais et voilà, et d'où les droits de douane vis-à-vis de la Chine. Donc il n'a pas du tout la même vision économique que les néocons, alors qui ont une vision, si vous voulez, toujours un peu de gendarme du monde, et de la vision qu'avait publié Brzezinski en 1997 dans son livre Le Grand Échiquier, en disant
la grande menace pour les États-Unis, c'est C'est à l'Eurasie. l'époque, ils n'avaient pas vu la Chine, c'est la création de l'Eurasie, c'est-à-dire l'Europe alliée à la Russie, et le coin qui va permettre d'empêcher cela, c'est l'Ukraine. Et toute la politique de l'État profond américain a été tournée de cela depuis 2000, depuis 20 ans. Voilà. Ils, alors que Poutine, pendant toute cette période, et notamment après le 9-11, avait essayé de se rapprocher des États-Unis. Quand vous alliez en Russie, si vous voulez, vous trouviez des McDo partout, vous trouviez, ils rêvaient, les Russes rêvaient après le monde soviétique d'avoir la même, d'être les Américains de l'Est, quoi, si vous voulez. Et, et, euh, et voilà, parce qu'en plus, les Russes se méfient de la Chine. Donc, l'alliance, on a jeté les Russes avec la guerre en Ukraine dans les bras de la Chine, c'est une stupidité. Pour les Russes, ils ont 5200 kilomètres de frontière avec la Chine. D'un côté, il y a 250 habitants au kilomètre carré, il y a moins d'un habitant au kilomètre carré du côté de la Sibérie orientale. Vous voyez, donc moi j'ai été à Krasnoïarsk quand le général Liebet, qui était un ami, y était, qui est un général parachutiste comme moi. Liebet faisait dès les années 1995, 97, 2000 la chasse aux migrants chinois en Sibérie que les entrepreneurs russes, notamment prenaient pour avoir une main-d'œuvre qui ne Une coûtait pas main-d'œuvre pas chère, cher. ouais. Voilà. Bien sûr. Et donc, non, donc, vous voyez, en fait, Trump n'a pas la même vision économique, et l'équipe autour de Trump n'a pas la même vision économique, et donc n'a pas la même vision internationale. Pour eux, à partir du moment où c'est la Chine alors, la Chine a eu beaucoup d'avantages pour l'économie américaine, ça a baissé les prix, mais en même temps, en baissant les prix, ça a créé, ça a appauvri toute une classe américaine puisque les, pour les industries qui restaient aux États-Unis, ils étaient obligés de baisser les prix face aux produits chinois ou de délocaliser. Et donc, il y a aux États-Unis, moi j'ai mon fils qui est à New York, hein, donc qui a épousé une américaine, donc Ouais. je connais bien la situation. Des gens ont trois boulots pour arriver à survivre. Trois boulots. Voilà, ils dorment dans leur voiture. Il y a des millions de Russes, d'Américains qui dorment dans leur voiture. Voilà, donc parce qu'ils n'ont pas l'argent. Donc c'est tous ces gens-là qui ont voté pour Trump. C'est l'électorat de Trump, oui. C'est l'électorat de Trump. Alors, on va parler de populisme. Oui, c'est un populisme. C'est un peuple, parce qu'en démocratie, la voix du garçon qui gagne moins que le SMIC pèse autant que celle d'Elon Musk. Est-ce que d'après vous, on peut dire que cette élection de Donald Trump, elle est plutôt euh, un facteur de stabilisation de la paix dans le monde ou un facteur de déstabilisation de la paix dans le monde? Alors, c'est-à-dire par rapport à son premier mandat, il prend une situation beaucoup plus mauvaise, puisqu'il y a la guerre en Ukraine, il y a quand même l'Iran qui est à la limite de créer ses premières armes nucléaires. Il faut que quelques semaines, d'après les experts. Il y a le conflit au Moyen-Orient. Voilà, il y a une situation qui est beaucoup plus difficile. Alors Trump, lui, il a l'idée de faire un bargaining, de dire bon ben voilà, euh, il avait fait pendant sa première campagne électorale, moi j'avais adoré ça. Il avait dit bon écoutez les Européens, on assure votre sécurité, mais vous ne payez pas assez. Donc moi je vais demander que vous payiez complètement la sécurité. D'ailleurs on a accepté les Allemands puisqu'ils ont 45 000 ou 50 000 soldats américains ont accepté de payer un peu plus, pas beaucoup plus, mais il avait dit l'Arabie saoudite, si on arrête de soutenir l'Arabie saoudite, le régime saoudien s'effondre en 8 jours.
son premier voyage a été pour l'Arabie Saoudite. Il est reparti avec 415 milliards de dollars de contrats, dont 200 pour l'industrie de défense. Il est allé en Corée, même chose. Il est allé dans tous les pays où il y a des forces américaines. Il a dit, vous allez payer pour votre sécurité. Et maintenant, il va beaucoup plus loin, puisqu'il dit, nous, on va plus payer pour la défense européenne que les Européens augmentent leur budget. Et ça, c'est une petite chanson qui était déjà que même les gens qui soutenaient Biden, The Economist a commencé à publier dès septembre-octobre 2023. The Economist, il faut savoir, c'est le journal de toute l'oligarchie financière mondiale. Et ils ont commencé à dire on a assez payé, maintenant c'est aux Européens de prendre la relève. Mais les Européens ne veulent pas prendre la relève pour certains et n'ont pas les moyens de prendre la relève des États-Unis. Alors ça, je l'explique dans mon livre. Pourquoi? Parce que on a voulu tirer complètement les bénéfices de la paix et on a supprimé tous nos stocks d'armement, on a diminué nos budgets d'une façon considérable. Par exemple, la France, on ne sait plus stocker les munitions en France. Même la Direction générale de l'armement a supprimé le personnel. Donc, si vous voulez, pour vous dire, au moment de la guerre en Ukraine, du début de la guerre en Ukraine, la Russie produisait par an en objet de 155, 2 millions et demi. La France en produisait 9 000 par an. Et les États-Unis, 90 000 par an. Alors 9 000 par an, c'est un jour de feu de l'armée ukrainienne. Voilà. Et les Américains, 90 000, c'est 10 jours. Et vous voyez, donc, alors les Américains ont du mal à monter en puissance. Ils vont arriver en 2025 à la moitié de ce que produisaient les Russes quand ils ont commencé le conflit. Donc en 2025, ils vont être de l'ordre d'1,5 million. Voilà. Mais nous, on est passé de 9 000 à 3 fois plus, à 27 000. Oui, donc 3 jours. Voilà, 3 jours. Donc, si vous voulez, on n'est pas capable. Et encore, l'armée française et l'industrie d'armement française existe. Mais en Allemagne, quand vous regardez les rapports de la commissaire parlementaire qui est sortie en avril 2023, a dit, mais les 100 milliards de Scholz qu'il a promis, dont je n'ai pas vu encore un euro, l'armée n'a pas vu un euro, c'est 300 milliards qu'il faudrait, et il faudra 10 ans pour avoir une armée qui est capable de se battre en Ukraine. Donc nous, on est capable. Alors on dit Macron a dit qu'on pourrait engager 30 000 hommes, c'est faux. On n'est pas capable d'engager plus d'une brigade et de la soutenir de 5 000 hommes. Or, si vous voulez, ce que c'est 5 000 hommes, alors que la moindre armée là-bas en Ukraine a 500 000 hommes, quoi, si vous voulez. Donc, on n'est pas capable de prendre la relève des États-Unis, ni en armement, ni en munitions. Et voilà. Et beaucoup de pays n'en ont pas envie, puisqu'en Allemagne, Scholz, il est sur un siège éjectable, il est encerclé sur la social-démocratie, est encerclé sur sa droite, sa gauche, par des gens qui veulent arrêter cette guerre, qui ne veulent plus fournir un armement, par exemple, qui va frapper sur le sol russe, qui reproche à Scholz de s'être couché quand Nord Stream 2 a été... Parce que maintenant, les Allemands voient leur industrie qui se délocalise ou qui n'est plus rentable, puisqu'ils ne peuvent plus avoir le gaz bon marché. On sait d'ailleurs sur Nord Stream 2 qui a été à l'origine du écoutez, alors, je ne sais pas qui l'a fait, mais il est bien évident que si ça a été fait avec l'accord de Biden. C'est évident. Donc, qui l'a fait? Après, est-ce que c'est les Norvégiens, les Anglais, un peu d'Ukrainiens, etc. On s'en fout. Il n'aurait pas fait ça sans en parler aux États-Unis et à Biden. Donc, Biden, d'ailleurs, il avait menacé Scholz, s'il n'applique pas les sanctions, de le faire. Et là, l'impact économique n'est pas pour la Russie, qui arrive à vendre évidemment ses matières premières et son gaz et son pétrole simplement. Nous, on le rachète avec un bonus pour ceux qui... Plus cher, oui. Il y a des chiffres qui sont quand même... On ne veut pas regarder les chiffres. Quand vous regardez les chiffres publiés sur le gaz mondial,
par British Petroleum en 2021. En gros, la production mondiale de gaz, c'est 5 000 milliards de mètres cubes. L'exportation mondiale de gaz naturel, c'est 500 milliards de mètres cubes. À l'époque, en 2021, l'Amérique du Nord en exportait 2 milliards. La Russie en exportait 230 milliards, je vous dis à peu près, et l'Europe en consommait 350. Et quand vous reprenez les chiffres de 2024 sortis par Petroleum, les États-Unis exportent aujourd'hui, en 2023, ont exporté 100 milliards de mètres cubes, 105 milliards de mètres cubes. Pourquoi? Mais parce que les prix ont augmenté, ils ont plein de puits de gaz de schiste qui étaient fermés parce que non rentables, ils les ont réouverts, et donc le grand bénéfice aujourd'hui de la guerre d'Ukraine, c'est les investisseurs dans le pétrole et le gaz de schiste américain. Oui. Voilà. Et quant aux Russes, eh ben, ils en ont exporté moins, mais à des prix plus élevés. Donc, ils ont les mêmes rentrées. Donc, et nous, on a des crétins, on peut dire, comme le maire, qui dit on allait mettre à genoux les Russes. D'ailleurs, pendant qu'on parle, lui, il est passé hier ou avant-hier devant la commission des finances et il n'a pas vu. Durant Macron, on a doublé notre déficit. On est passé de 3 milliards à 6,1 milliards. Et tout ça avec une classe politique et médiatique qui trouve que tout est bien dans le meilleur des mondes. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Bon, mais les Français ont commencé à s'en rendre compte puisqu'on a vu le résultat des dernières élections. Alors, pour rester un petit peu sur les États-Unis avant d'arriver sur la France, sur le plan justement de l'économie, on a parlé un petit peu du pétrole et de l'énergie, des matières premières. Est-ce que sur les actifs numériques, justement, la présence d'Elon Musk proche de l'administration Trump, comment est-ce que vous voyez les choses de ce point de vue-là? On parle beaucoup de la dérégulation des cryptos. Alors ça, oui, ça je connais pas, donc je vous laisse là-dessus. Moi, ce que je sais, si vous voulez, c'est que ça soit le business de Musk, que ça soit son affaire de lanceur ou Telstar, a bénéficié déjà de beaucoup de largesse du gouvernement fédéral. SpaceX, maintenant, il a pris des risques exceptionnels, mais maintenant, la NASA a besoin de lui pour envoyer des gens dans l'espace. La NASA a le projet maintenant d'une base sur la Lune, et lui a soufflé à Trump que c'était pas ça qui était intéressant, c'était Mars qui était intéressant. Et Trump, dans la campagne, a parlé de Mars. Donc, de toute façon, là encore, les Américains raisonnent toujours par intérêt et ils trouvent ça normal. Et donc, pour Musk, son intérêt, c'est effectivement qu'il va avoir un retour sur investissement à Trump considérable. Mais en même temps, Trump veut le mettre à la tête d'une commission qui va sabrer dans les budgets du gouvernement fédéral. Alors, pour vous donner, en gros, là encore, à peu près des chiffres, le budget fédéral, c'est 6,1 trillions, tout compris, trillions, c'est-à-dire 6 000 milliards. 6 000 milliards. 6 000 milliards. 6 trillions, 6 000 milliards. Et lui, Musk a dit, moi, je vais en supprimer 30%, 2 trillions. Donc, il va le mettre pour couper. Et la moitié, en gros, du budget fédéral, c'est la défense. C'est pas les militaires, hein. C'est tous les gens qui sont dans ce truc de défense et pas les renseignements, hein. Donc, c'est toute une administration de défense qui est excessivement lourde, qui est, je ne dirais pas corrompue, mais presque, dans la mesure où, par exemple, maintenant, il y a eu des études qui sont sorties aux États-Unis où les industriels, si vous voulez, et les militaires se mettent d'accord pour mettre des spécifications sur les armements
qui accroissent la marge des industriels et qui ne sont pas nécessairement adaptés à ce que les militaires qui sont au contact demandent. Donc l'armement américain est assez inadapté, alors ça il y a beaucoup de gens qui le disent, à la guerre qui se passe. Donc il y a un vrai travail à faire dans l'administration américaine. Alors il faut savoir que Musk est un spécialiste, il a des équipes de couper les coûts, puisque quand il a pris Twitter, il a viré 80% du personnel, et notamment tous les bataillons de censeurs qui étaient sur Twitter. 80% du personnel, et Twitter, je sais pas, moi vous utilisez Twitter, on n'a pas l'impression que ça marche plus mal aujourd'hui qu'avant. Voilà, et donc il va le nommer là-dessus, et je pense que Trump veut faire ça parce que c'est sa seule façon de s'en sortir. Comme il va augmenter les droits de douane, il a promis pour pouvoir réindustrialiser le pays, en même temps il faut qu'il diminue les impôts. Il a dit qu'il diminuerait beaucoup les impôts. Il faut savoir que, en gros, dans le budget du gouvernement fédéral, la moitié c'est la défense. C'est 50% en gros la dépense. La défense. En gros, hein, je ne vous donne pas. Voilà. Donc, en tapant dans la défense, eh bien, il va gagner les 2 trillions. Là, je ne sais pas. Et s'il diminue les impôts de 2 trillions, les Américains vont le sentir. Alors, il pourra le diminuer pour les classes les plus faibles. Je ne sais pas comment il va se débrouiller, mais pour compenser la hausse des coûts, tous les économistes le disent. Donc le programme de Trump, moi si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est quelqu'un qui veut d'abord. Les Américains, si vous voulez, ils ont une chose, c'est qu'ils ont des électeurs, ils ont des sponsors. Et donc ils vont faire la politique de leurs électeurs et de leurs sponsors, ce que nous, on ne sait plus faire. Les États-Unis, leur façon de fonctionner, moi je le sais très bien parce que j'ai une expérience tout à fait personnelle. J'ai été avec l'entreprise où j'étais avant de créer la mienne, le groupe Bull, le premier sponsor de Clinton. À l'époque, Bull avait 30% de son chiffre d'affaires qui était aux États-Unis avec Honeywell Bull, et qui est installé à Billerica, c'est-à-dire dans la région de Boston. Moi, quand j'étais le DIRCOM, le délégué général du groupe Bull, donc en juin 91, je reçois un coup de fil du directeur de la com de Billerica, de Boston, qui me dit Jean-Bernard, il faut que tu me donnes 2 millions, parce que traditionnellement, on donne 1 million aux républicains et 1 million aux démocrates. Alors je lui dis non, alors là, il n'est pas question. Moi, on m'a appris à l'école de guerre la concentration des efforts. Dis-moi qui va gagner l'élection et je vais mettre les 2 millions sur le vainqueur. Il me dit, mais c'est pas la peine. Celui qui va gagner les élections, c'est Bush. Il vient de gagner la première guerre en Irak et tout le monde lui donne des dizaines et des dizaines de millions. Et tes 2 millions, on va pas les voir, donc ça sert à rien. Je lui dis, ben voilà, on est quand même à Boston. Il y a Ted Kennedy, qui est le sénateur de Boston, qui nous aide sur un contest qu'on avait avec l'administration américaine pour des ordinateurs. Eh bien, je vais donner les 2 millions à Ted Kennedy. Et en juin 91, on a été les premiers donateurs aux démocrates des États-Unis. Moyennant quoi, à l'inauguration de Clinton, dans les 10 jours de festivités, j'étais invité, mon PDG a été invité, était à la table de Clinton. Moi-même, avec mon épouse, on était à la table de Gore, avec le directeur du FBI et le patron de celui qui allait être le financier et l'industriel de Clinton. Donc, et après, nous, on avait un contest avec IBM. IBM avait fait un contest d'1 milliard parce qu'on avait vendu des laptops à l'armée de l'air américaine, et IBM avait dit c'est pas possible de donner des ordinateurs portables à l'armée de l'air américaine par une entreprise qui est contrôlée par les Français. Donc il avait fait un contest là-dessus.
Moi, j'avais le responsable là. J'ai dit, oui, on s'est un petit peu aidé. En 8 jours après, on a réglé, on a gagné le contest. Savez, les Américains, ils ont cette vision qu'on ne peut pas comprendre en France. Muntz, on le sait, il a donné 110 millions. Il a donné 110 millions de sa poche. Nous, on est toujours limité à 2500 euros, je sais pas quoi, par individu, etc. Et aux États-Unis, mais simplement, ils doivent le dire. Ça ne peut pas se faire en noir. Il le dit. Il doit le dire. Moi, j'ai donné. Il doit le déclarer. Et tout le monde trouve ça normal. Si on revient un petit peu aux conséquences de l'arrivée de Trump au pouvoir sur l'économie justement américaine, qu'est-ce que vous pensez juste par rapport au climat, au réchauffement climatique? Quelle va être l'incidence de l'administration Trump d'après vous sur ces sujets-là? Alors, eh ben, je pense que Trump, ben, clairement, d'ailleurs, on l'a bien vu, la bourse a monté, elle a pris des points immédiatement. Donc, non, Trump, il a dit Make American Great Again. Il va, c'est quelqu'un qui va travailler pour ses électeurs. Et parce que, en fait, si vous avez écouté ce qu'il a dit, on a créé un grand mouvement. Donc, dans le projet de Trump, il ne part pas, on n'a pas, c'est pas le parti républicain. Il est en lutte avec notamment Vance contre tout ce mouvement wokiste, etc., qui est en train de dénaturer, d'après lui, euh, quoi, pour lui, il considère très bien que New York, Washington et la Californie sont des pervertis et que il faut régénérer l'Amérique et il veut créer un mouvement et installer les républicains pour très longtemps au pouvoir. Donc lui, il sait qu'il va finir dans 4 ans, mais il veut lancer un mouvement de rendre l'Amérique aussi grande qu'avant. Alors que dans toute la campagne, il a dit Biden et les démocrates, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu l'Afghanistan, ils ont perdu ceci, ils ont perdu cela. Quoi, voilà. Donc, on ne peut plus dominer, on ne peut plus dominer le monde par la force, on ne peut plus dominer, vouloir installer la démocratie dans le monde par la force. Ça, c'est le discours de l'entourage de Trump. Donc, certainement, lui, il va essayer de faire 2 bargains à son truc. Un, clairement avec l'Iran. Alors, je ne sais pas jusqu'où il pourra faire un bargain avec l'Iran, parce que là, on est face à des gens qui ont une idéologie de type religieux, mais il va faire un bargain en Europe, ça c'est sûr, avec Poutine et Poutine, ils vont régler le problème ensemble. Ça, je pense. Donc, Mais et ce que vous prévoyez, c'est la fin du conflit ukrainien d'ici quelques semaines ou non, quelques alors mois. moi je ne parle pas à la fin du conflit. Moi je pense qu'on va malgré tout qu'on va rester dans un système coréen. Alors, on me conteste beaucoup ça. Moi, je pense qu'il va cesser le feu, première chose. Création d'une zone démilitarisée, comme en Corée, de l'autre côté, et bargain entre Trump et Poutine pour pas continuer à alimenter et à armer l'Ukraine. Et la contrepartie pour l'Ukraine de cesser le truc, c'est ce qu'il a dit, c'est l'entrée immédiate dans l'Union européenne. Alors qu'est-ce que ça signifie dans la tête de Trump? Ça signifie à partir de là, la reconstruction de l'Ukraine, c'est vous les cons excusez-moi, mais qui allez la payer, les Européens. Donc le bargain, c'est ça. À On est un peu Poutine, les je dindons te de la donne. farce dans ce sujet-là, non? Ah mais on est tout, mais je l'ai écrit dans mon bouquin depuis le début. On est complètement aveuglé. On est complètement aveuglé par des dirigeants qui sont des affidés des intérêts anglo-saxons. Alors pourquoi? Parce que ils ont toute leur carrière a été faite dans des écoles américaines, dans le World Forum, dans tous ces trucs-là. Ils ne savent plus raisonner indépendamment. Et dans les militaires français, beaucoup sont allés à l'OTAN depuis que Sarkozy a connu l'erreur stratégique de nous faire réintégrer l'OTAN, alors que nous, on assure notre sécurité par notre arme nucléaire, etc. Et on n'a pas besoin de la sécurité américaine. D'ailleurs, la protection nucléaire américaine au pays de l'OTAN
Euh, je ne crois pas un seul. Alors moi, je suis un des seuls officiers, là peut-être encore vivant, qui a vu 5 tirs nucléaires euh, dans l'atmosphère. Donc j'ai été en charge de la sécurité logique en 71-73 de 5 tirs nucléaires. Je peux vous assurer que à 10 km sur le port du De-Grasse, qui était le navire amiral, du point zéro, vous prenez une sacrée claque dans la gueule quand une bombe de type Hiroshima pète à 10 km. Donc, si vous voulez, s'il y avait un seul tir nucléaire sur un champ de bataille, ça s'arrêtera comme ça s'est arrêté au Japon. Au Japon, après Hiroshima, les Japonais étaient prêts à s'arrêter. Et Truman a donné un coup de sécurité avec Nagasaki, qu'on lui a reproché par la suite. Mais donc la guerre s'arrêtera. Donc prendre le risque de New York pour protéger Varsovie ou pour protéger Berlin, pas un président américain, si on en arrivait là, on n'en arrivera jamais là, mais si on en arrivait là, ne prendrait ce risque. Donc le parapluie nucléaire américain sur l'Europe, De Gaulle l'avait bien dit, il n'y a pas de défense à l'ère nucléaire, il n'y a pas de défense qui ne soit nationale. De dire que Macron, si les Russes prenaient les États baltes, appuieraient sur le bouton pour, pour un État balte au risque de prendre une arme nucléaire sur Paris, un président rationnel ne le fera jamais. Bien Voilà. sûr, si on zoome un petit peu sur le contexte national, pour vous, quelle est l'incidence de cette élection justement sur la Ben, politique bon, française, on l'a bien vu, on l'a bien vu un petit peu à la télévision, si vous voulez. La, Ça va être tout à fait fort ce qui va se passer pour nous. Alors, vis-à-vis de l'immigration, certainement, le fait que l'Europe va se diviser complètement par rapport à l'aide à l'Ukraine, parce que les pays du Sud ne voudront pas l'aider. Les pays du Nord, probablement poussés par les Anglo-Saxons, il sera peut-être un plus. Et puis il restera l'Allemagne, c'est pas sûr. La Pologne a déjà dit qu'il ne le ferait que si les Ukrainiens faisaient repentance sur le massacre des Polonais, des Juifs polonais qui avait eu lieu d'ailleurs avant la seconde Guerre mondiale, etc. Donc les Polonais ont resserré complètement leur aide. Donc en Europe, si vous voulez, la tendance qui était une tendance très pro-américaine, très soutien à l'Ukraine, au moins en parole, ben, va s'écrouler d'elle-même. Et les pressions, on le voit très bien avec l'Italie, les pressions aussi dans les différentes élections pour mieux contrôler les frontières, etc., va s'accroître. Et tous les politiques qui étaient dans ce sens-là, ben, vont se sentir des ailes, et les autres, tout, voilà, la lutte contre le wokisme, le wokisme était déjà en récession aux États-Unis. Les excès du wokisme, du féminisme, etc., étaient déjà en récession. Donc nous, toutes ces minorités qui imposent ces choix de vie à la majorité, ben, c'est fini. C'est fini. Donc, il va y avoir des répercussions, c'est évident. Alors, elles vont pas se faire du jour au lendemain, mais si vous voulez, le retour de Trump au pouvoir est quand même un truc exceptionnel. Personne n'y croyait. Il n'est pas passé à deux voix près. Il n'est pas passé à deux voix près. Il y a eu un vrai courant. Là, Trump, il n'y avait aucune raison si vous voulez, qui arrive. Oui. vu de la France, aucune raison qu'il réussisse. Et sur le plan économique et industriel, à court terme, vous pensez que la France il peut y avoir un impact positif justement de cette élection américaine Ah, sur mais le si dynamisme économique et industriel en France? fait, si Poutine demande l'arrêt des sanctions américaines. Donc, s'il y a l'arrêt des sanctions pour arrêter les combats, ben, ça signifie que le gaz et le pétrole vont redevenir, donc il y aura un impact favorable sur l'économie. Si les prix baissent dans toute l'énergie, oui, ça aura un impact favorable. Donc le cessez-le-feu en Ukraine, et surtout
quand même l'annulation des sanctions ou la suspension des sanctions dans certains domaines, au moins, aura un impact tout à fait favorable pour la relance économique, c'est évident. Puisque vous savez, quand même, nous, on est tiré par le moteur allemand, hein, en partie. On fait un tiers de notre commerce avec l'Allemagne. Donc, quand l'Allemagne est en dépression, ben, ça ne nous tire pas. Et l'Allemagne est en dépression parce que elle a bâti toute son industrie sur une énergie bon marché. Oui, qui vient du gaz russe et pas de l'énergie renouvelable. Qui vient du gaz russe. Et oui, mais bien entendu, bien entendu. Et d'ailleurs, toutes mes sources sont des sources américaines. Donc, si vous voulez, le Washington Post, ce sont des journaux, les journaux américains, ils ne sont pas subventionnés, ils gagnent de l'argent. Bon. Quand ils ont vu qu'il n'y avait que 33 pays dans le monde sur 193 qui n'ont pas voté les sanctions, ils ont envoyé des reporters un peu partout. Et ils ont envoyé des gens en Inde. Inde, alors pour les Américains, l'Inde, c'est le contrepoids à la Chine, ils ont des problèmes de frontières. Pourquoi l'Inde n'applique pas les sanctions? Et ils ont rencontré un ancien ministre des Affaires étrangères qui leur a dit, pour deux raisons, au moins deux raisons principales. La première raison, c'est que vous nous dites qu'il faut qu'on applique ces sanctions parce que c'est la Russie a violé le droit international, etc. Mais attendez, il n'est pas dit comme ça. Les mecs, c'est vous qui avez commencé, c'est vous qui avez bombardé Belgrade sans mandat de l'ONU pendant 70 jours, c'est vous qui avez fait la guerre en Ukraine sous des faux prétextes de possession des armes, de destruction massive, de lien avec Al-Qaïda, et c'était faux. C'est vous qui avez ouvert la porte à la Russie. Alors venez pas nous dire maintenant que c'est que nous devons pour le droit international s'opposer à Poutine. Deuxième raison, Poutine nous vend le pétrole à des prix très compétitifs. Donc ça, c'est très bon pour notre économie et en plus, ça nous permet de limiter l'inflation que vous avez créée avec ces sanctions, même si c'est pas tout à fait vrai. Voilà, ils ont dit ça. Quand ils sont allés voir l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, c'est dans le Washington Post, hein, tout ça. Dans l'Afrique du Sud, ils ont vu, je ne sais plus qui en Afrique du Sud, mais aussi quelqu'un d'important. Et quand le report de Washington Post, ils sont arrivés dans un port d'Afrique du Sud, je me rappelle pas, il y avait un croiseur russe qui était le croiseur le plus moderne avec des missiles hypersoniques et qui allait démarrer des manœuvres avec la marine sud-africaine et la marine indienne. Et le journaliste leur dit, mais on est quand même, nous les Américains, on est quand même votre premier partenaire commercial et votre premier investisseur. Pourquoi vous nous faites ça? Et il leur a répondu, mais attendez, vous oubliez un peu l'histoire. Quand l'apartheid, parce que c'est quand même les Noirs qui sont pas. L'apartheid, c'est vous qui l'avez imposé, les Blancs. Et qu'est-ce qui nous a aidés pendant l'apartheid? C'est la Russie. Et donc maintenant, ils sont dans la difficulté, on les aide. Alors ils sont allés en Égypte, etc. Mais on leur a dit, attendez, en Égypte, le wokisme, nous, on est pour le conservatoire de la famille, traditionnel de la famille, c'est la Russie, et de la religion. Nous, on n'a pas la même religion, mais on croit à la famille, l'homme, une femme, les transgenres, les gens qui changent de genre, tout ça, c'est une civilisation décadente. Donc pour nous, tout le monde musulman soutiendra Poutine. Nous, on est perçus par le reste du monde qui a une vision encore traditionnelle de la famille, qui a une vision traditionnelle des choses, comme une civilisation décadente. Et ça a été un élément essentiel du soutien à la Russie. En plus, deuxièmement, primauté du dollar. Alors, les Américains peuvent faire marcher la planche à billets puisqu'ils sont monnaie de réserve. Donc, les BRICS vont probablement, ça va mettre du temps, mais vont mettre ensemble, vont faire un panier pour faire une monnaie de réserve concurrentielle au dollar. Et ça, ça mettra 10 ans parce que ça ne change pas de monnaie de réserve aussi vite. Ils vraiment de mettre un mouvement en place pour contester cette suprématie du dollar, ça c'est très net. Et voilà, et ça c'est aussi quelque chose que la guerre d'Ukraine a accéléré. Quand on voit là à Kazan, là, sur la Volga, où les gens
les délégations qui étaient là représentaient, je l'ai dit, 57 de la population mondiale et 67% de la production industrielle. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Non, 67% des réserves de gaz et de pétrole, excusez-moi. Les réserves de gaz et de pétrole, je confondais avec les BRICS purs. Donc, vous vous rendez compte. Et les BRICS purs, par rapport au G7, représentent 55% de la production industrielle, les BRICS purs, hein, c'est-à-dire les 9 pays des BRICS, pas ceux qui ont demandé d'entrer, alors que le G7 en représente aujourd'hui 46 de la production industrielle, 54-46. Vous voyez, donc on n'a pas vu qu'avec la mondialisation, on a vu émerger des puissances industrielles, des puissances qui ne veulent plus être soumises à la dictature du dollar, à l'extraterritorialité du droit américain. Et simplement, nos dirigeants n'ont rien vu. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de grand aveuglement européen. Alors, est-ce que cet aveuglement est lié à leur incompétence, lié à la soumission aux intérêts américains ou à un aveuglement pur et simple parce qu'ils se croient toujours les maîtres du monde? Voilà. Mais aujourd'hui, celui qui n'a pas compris qu'il y a un autre monde qui est en train d'évoluer et que cet autre monde ne nous est pas favorable. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour ce moment. Est-ce que, en base de conclusion, est-ce que vous auriez juste quelque chose rapidement à rajouter pour donner un éclairage particulier sur le plan économique, les investissements, les opportunités qu'il pourrait y avoir dans les semaines ou les mois à venir par rapport à ce contexte international? Tant qu'on ne regardera pas les faits tels qu'ils sont, et que l'on aura une vision idéologique de tout. Regardez les médias. Quand vous allez voir, vous avez des journalistes qui quand il y a des faits qui ne les intéressent pas, ils les occultent et ils vous racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Pour ça, je ne fais que des piqûres quand je suis vraiment en forme à écouter la presse française. Je suis abonné à aucun journal français, sauf la semaine du Pays Basque. Très bien. Bah, écoutez, on va rester sur cette semaine du Pays Basque. Et puis, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie. Et merci pour tous vos éclairages sur ce contexte. Vous portez une voix qui est différente, c'est certain. Voilà, certainement. Merci encore. Bonne soirée à vous, au revoir. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt, Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain épisode.